Ça me fait très plaisir d'être ici. Ça me fait très plaisir de voir des gens qui se dérangent un bel après-midi, un bel dimanche, un beau dimanche après-midi, alors qu'il y aurait tant à faire dans les jardins pour cueillir les derniers fruits et légumes. Merci aussi à toutes les têtes grises que je vois. Je suis content de voir qu'il y a des gens de mon âge et de ma génération, parce que nous, on a les têtes grises et les têtes blanches, des fois c'est plutôt blanc. Quand on dit le pouvoir gris, ben, nous l'avons, le pouvoir gris, le pouvoir de changer les choses, c'est nous qui l'avons. Et non seulement nous l'avons, mais nous avons la responsabilité de le faire, pour deux raisons. La première raison, c'est que nous sommes en bonne partie responsables de la situation actuelle, de la situation environnementale, bien sûr, du fait que la Terre est malade et qu'elle a besoin d'être réparée. Et la deuxième responsabilité, c'est que nous voulons la laisser à nos enfants et aussi à nos petits-enfants. Moi, j'en ai 6, et je suis sûr que plusieurs d'entre vous, nous avons des petits-enfants. Nous voulons laisser cette terre, ce beau jardin que Dieu nous a donné, ce beau jardin fertile et fécond, dans un bon état. Donc, nous avons à nous mobiliser, nous avons à agir et nous pouvons le faire. Le point de départ qu'on pourrait prendre, c'est un point de départ qu'on connaît bien, c'est ce qui s'est passé au printemps. Qu'est-ce qu'on a vu dans les nouvelles, quasiment 24 heures sur 24, au printemps au Québec? Les inondations. Les inondations, que ce soit, bon, je ne veux pas m'acharner sur le sort des gens qui attendent encore les coûts de la réparation, mais que ce soit en Beauce, en Outaouais, au Richelieu, plusieurs endroits et plusieurs municipalités ont été inondées. Et selon le scientifique en chef du Québec qui s'appelle Rémi Quirion, ces inondations sont liées au changement climatique. Alors c'est une nouvelle qu'on aurait pu, dans toutes les nouvelles qu'on a eues sur les inondations, répéter davantage. J'aurais bien aimé avoir plus souvent ce Rémi Quirion qui nous dit ces inondations-là, elles ne viennent pas par magie, elles ne viennent pas parce que toutes sortes de raisons magiques, elles sont liées au changement climatique. Le scientifique en chef. Quand moi j'ai eu la chance, le privilège, d'aller à la conférence, la COP21, la conférence des partis sur les changements climatiques, sur l'accord de Kyoto à Paris en 2015. Il y a déjà eu une COP, la COP 11 avait lieu à Montréal et j'avais eu la chance d'y participer. Et ça, c'était ma deuxième COP. Et là, il y avait un gros la COP, là, c'est beaucoup de réunions officielles, mais beaucoup de petites réunions non officielles. Et là, il y avait un tableau qui disait voici les 10 indicateurs. Il y avait un grand tableau, les 10 indicateurs du réchauffement climatique. Et à chaque fois, il y avait un petit crochet. Hausse de la température de l'atmosphère, hausse de l'humidité dans l'air, fonte des glaces polaires, fonte des glaciers terrestres, pénurie d'eau, pénurie avec des S, hausse de la température des sols et désertification, l'augmentation de la force des ouragans sur les océans, hausse de la température de l'eau, hausse du niveau des océans et hausse de l'acidité des océans. Et tous les 10 étaient tous couchés. Alors, il ne faut pas s'étonner. On les a, les indicateurs, ils sont là. On les a déjà, les 10 sur 10. Et on ne peut pas avoir une meilleure note que ça. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y a des catastrophes du genre qu'on a vécu au Québec au printemps et qu'on va revivre de toute façon si on ne fait rien. Surtout qu'au Québec, en fait, je vais commencer par les reliquats du Canada, après ça, je vais les reliquats du Québec. Le Canada a le pire bilan. On peut monter le drapeau tant qu'on voudra, là. Le pire bilan du G20 en matière de lutte aux émissions. GES, on sait ce que c'est. GES, c'est gaz à effet de serre. Je vais dire ça souvent, GES, là.
les gaz à effet de serre. Les efforts du Canada pour devenir un champion mondial de la lutte contre les changements climatiques sont entachés par l'embarrassante distinction d'être le plus gros émetteur de GES par personne dans tous les pays du G20. Dans toutes les promesses qu'on a entendues, que ce soit, moi j'ai rencontré les politiciens à Paris en 2015, ou qu'on attend un peu dans les nouvelles ou dans la période électorale, ne change pas le fait qu'on est les pires des pires. On n'a pas de médaille à se donner, on est les pires par habitant, les pires, chacun d'entre nous, en fait, ensemble, on produit plus de 22 tonnes de GES, de gaz à effet de serre. Là, ça ne fait rien, 22 tonnes, là, par personne. Mais alors, on sait que la moyenne mondiale, c'est 8 tonnes. La moyenne mondiale, c'est 8 tonnes par personne, ce qui est déjà beaucoup. Et nous, nous produisons 22 tonnes. 22 tonnes. Le Canada est, avec l'Australie, les deux cancres qui ont fait le moins, qui ont le moins coopéré dans les négociations climatiques et qui contribuent massivement à l'augmentation d'utilisation des énergies fossiles. Le Canada et l'Australie sont parmi les plus gros pollueurs. Sont également les deux, l'Australie et le Canada, on va se disputer la dernière place, qui avons les cibles les moins ambitieuses de tous les pays développés, toujours à cette fameuse COP 21. Je vais en parler souvent parce que pour moi, parce que le COP 21, c'était un événement important. Et c'est un événement qui est parrainé par la France, par le ministre Fabius, qu'il voulait, en tout cas là je m'écarte un peu du sujet, mais il voulait, Laurent Fabius, à tout prix avoir un accord. C'est méritoire de sa part, mais au lendemain de la signature des accords, plusieurs d'entre nous, moi j'ai écrit un article à chaud le lendemain, et j'ai trouvé plusieurs bémols à cet accord. Le principal, c'est qu'il n'était pas contraignant. Donc, c'est ça, l'accord de Paris, c'était, on s'en souvient, que les pays du monde s'entendent pour réduire l'augmentation des températures mondiales à 1,5 degré, en fait à 2,2 degrés et possiblement 1,5. Vous savez, en 2015, on était déjà à 0,85 d'augmentation. Alors, on n'a pas fait grand-chose depuis lors. Oui, en 2015, à Paris, le monde entier, et l'ONU en tête, et la France en tête aussi, a poussé un soupir de soulagement. Mais s'il fallait donner une note de passage, ce serait sans doute 60%. Premièrement, parce que ça prend 5 ans pour qu'il entre en vigueur. Puis deuxièmement, parce qu'il n'est pas contraignant. Et troisièmement aussi, parce qu'il y a plusieurs domaines, par exemple comme l'armée. Vous savez que l'armée, elle n'est jamais comptée dans les réductions des gaz à effet de serre. On compte beaucoup les agriculteurs, même des fois les industries, les consommateurs, mais l'armée, elle n'est jamais comptée. On la compte, c'est comme si la pollution que l'armée effectue, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que tout le monde, c'est comme si tout le monde la faisait. On ne spécifie jamais que c'est l'armée. Alors on pourrait très bien dire, oui, c'est la faute au gouvernement, les représentants qui ont signé cette entente-là, qui est mal foutue, qui ne résoudra pas la crise climatique. Mais en fait, on a les gouvernements pour lesquels on vote. On a les gouvernements qui nous représentent aussi. Je veux dire, si on faisait des sondages, ça reflèterait à peu près l'opinion de la population générale. Si tous les pays du monde faisaient des efforts équivalents à ceux du Canada, dans la lutte au changement climatique, la température du globe connaîtrait une hausse de 5,1 degrés. Heureusement qu'ils ne sont pas tous comme nous autres, ce serait une catastrophe.
Ce serait le pire des scénarios. Parmi les économies importantes, c'est drôle, hein? Le pays qui fait le meilleur figure, c'est l'Inde. C'est vrai, oh, l'Inde, vous savez, ils font des efforts. Si tous les pays avaient le même niveau d'engagement, c'est pas juste de pratique, mais d'engagement que l'Inde, la température planétaire s'élèverait à 2,6. C'est déjà plus que 2 degrés, mais l'Inde, c'est parmi les meilleurs acteurs. Et c'est en Afrique, aussi en pays d'Afrique, qu'on retrouve les pays les plus ambitieux. Qu'on retrouve les pays qui ont des objectifs les plus ambitieux. Lucas Chancel, vous ne connaissez pas, mais c'est un écologiste européen, il écrit « Plus on est riche, plus on pollue. Le niveau de revenus et de richesse est fortement corrélé au niveau de pollution. » Il y avait un livre américain qui disait « Quand les riches détruisent la planète », et lui dit la même chose. Plus on est riche, plus on pollue, c'est très net. Les plus aisés, autant individus que les pays, les collectivités, sont les principaux pollueurs au niveau mondial. Et après, il y a une inégalité symétrique d'exposition à la pollution, c'est-à-dire que ce sont toujours ou généralement les plus pauvres individus et collectivités qui sont les plus sensibles aux chocs environnementaux et souvent les plus exposés. Donc, c'est les riches qui polluent et c'est les pollueurs. Je ne vous apprends pas grand-chose de nouveau, mais c'est bon de se le rappeler parce qu'on a une responsabilité collective à changer les choses tout de suite. Là, on est en période électorale, je ne vous dirai certainement pas comment voter, mais le gouvernement Trudeau, malgré les beaux discours verts, malgré la belle peinture verte, a adopté les mêmes cibles de réduction des gaz à effet de serre que le gouvernement Harper. La même. Le gouvernement canadien, c'est pour moi qui écris ça, mais j'ai écrit ça, ne peut prétendre sur aucune tribune internationale qu'il est un leader climatique, qu'il prend au sérieux la science climatique, alors que le Canada devrait faire beaucoup plus d'efforts qu'il n'en fait actuellement. Monsieur Trudeau, je continue la citation, c'est celui qui répète continuellement qu'il n'y a pas de contradiction à se proclamer grand chevalier de la défense de la planète bleue, tout en travaillant à découpler l'exploitation des serres bitumineuses. Si on ne devenait pas schizophrénique, Patrick Bonin, qui est un écologiste québécois, qui a écrit beaucoup de livres, ajoute « Il est important de rajuster le tir, à condition de ne plus permettre l'expansion de la production de gaz et de pétrole au Canada. » Mais c'est pas ce qui se passe, qui vont nous enfermer dans une économie forte en carbone pendant encore des décennies. On pourrait donner encore beaucoup de chiffres sur notre situation. Par exemple, le Canada contribue à 2% du réchauffement planétaire, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans le pourcentage et ex aequo avec un pays comme la France, qui a à peu près 15 fois plus de population que nous. Ex aequo avec le Japon et l'Indonésie, qui ont 25 fois plus de population que nous. Avec une population de seulement 35 millions d'individus, on ne devrait pas occuper le 10e rang des pays responsables du réchauffement global. Et, à cause de l'exploitation d'hydrocarbures, et je reviens là-dessus, les pétroles bitumineux, bitumineux, le Canada va encore monter de plusieurs rangs. Donc, on n'a aucune raison de se réjouir. On n'a même pas de raison aussi pour dire « Ah, ça va aller mieux à l'avenir. » Non, ça va aller pire dans l'avenir. Ça va aller... les chiffres disent qu'on ne s'améliore pas. Ça, c'est dans le domaine de la pollution des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est surtout les voitures, le transport, les industries, l'exploitation
industrielle, l'agriculture, bien sûr, aussi, en petite partie. Tout ça, ça émet des gaz à effet de serre. Vous savez, là, je vais sauter tout de suite à la conclusion, mais j'ai lu dernièrement un article intéressant. En fait, c'est une recherche qui a été faite en Suisse. Et ces scientifiques ont découvert que le meilleur moyen, c'est comique, hein, le meilleur moyen de lutter contre l'augmentation des gaz à effet de serre, c'est de planter des arbres. Là, je vous donne tout de suite ma conclusion. Allez, tout le monde chez vous, à planter un arbre. Mais ils ont dit, et puis nous, au Canada et au Québec, on fait du déboisement. On coupe les arbres. Alors, on pollue, puis on coupe la possibilité de baisser le taux des gaz à effet de serre. Bon, on ne fait pas trop. OK. Le Canada se compte aussi parmi les 2 pays les plus énergivores du monde. Et on était presque ex aequo avec nos voisins, les États-Unis. Même avec l'électricité, l'hydroélectricité, les Canadiens et les Québécoises sont parmi les pires élèves de la classe, que ce soit dans l'utilisation d'eau, de l'énergie et de déchets. On est ex aequo au premier rang, ça pour la consommation d'énergie, c'est ça que je dis. Et l'excuse qu'on donne, souvent l'excuse qu'on donne, on a des longues distances. C'est à cause de l'hiver. C'est parce que nous avons une économie basée sur les industries d'extraction et les industries à haute consommation énergétique, que ce soit l'industrie minière, forestière, pétrochimique, pâte et papier, les alumineries, les raffineries, fabrication d'acier. Ouais, on est très fiers de notre milieu industriel, mais il y a un coût à payer. Le protocole de Kyoto, c'était en 1981. Et le protocole de Kyoto nous demandait que le Canada a signé, demandait à tous les pays de réduire leur émission de GES, de gaz à effet de serre, de 6%. Et nous, on ne l'a pas réduit de 6%, on est passé à une augmentation de 85% depuis 1981. Le Canada est le 2e plus grand consommateur de ressources naturelles, égalité avec le Chili. Deuxième au monde, pour le plus grand, le Canada, le 2e au monde après les États-Unis, pour la plus grande consommation gaspillage d'eau. Au Canada, on utilise par jour 343 litres d'eau. Ça ne paraît pas croyable, hein? Chaque personne, en moyenne, 343 litres d'eau. Le double des pays d'Europe et presque 10 fois plus en Afrique. En Afrique, c'est 40 litres, donc presque 10 fois plus que les pays d'Afrique. Donc, ce n'est pas juste à cause de l'hiver et de nos longues distances. Mais, alors comme je dis, on s'éloigne à chaque année de nos objectifs, que ce soit pour les gaz à effet de serre, que ce soit pour l'économie d'énergie, que ce soit pour la meilleure utilisation de l'eau. Et au Québec, c'est vrai, il faut dire qu'au Québec, on a souvent, parfois, de meilleures statistiques que le reste du Canada. Mais là, je vais péter la balloune, c'est pas parce qu'on est meilleur. C'est parce qu'on a beaucoup de grandes rivières et que l'hydroélectricité, qui n'est pas une énergie entièrement renouvelable et entièrement propre, mais qui est, c'est vrai, qui est moins polluante que le pétrole ou le charbon. Et c'est uniquement parce qu'au Québec, on a construit des barrages hydroélectriques qui polluent moins que les barrages, que les centrales au charbon, que parfois nos statistiques sont meilleures. Mais donc oui, pour les émissions de GES, parfois, mais si on calcule la question de la consommation ou la surconsommation d'énergie, parce que on se plaint souvent, Hydro-Québec a augmenté, vous savez qu'on paye
au moins 2 fois moins cher que dans certaines régions du Canada, puis probablement 3 fois moins cher qu'aux États-Unis, puis on trouve ça encore trop cher. Mais c'est justement parce que c'est pas cher qu'on gaspille l'électricité. C'est justement parce qu'elle n'est pas chère qu'on laisse nos lumières allumées et qu'on n'en tient pas compte. Un autre domaine pour nous remonter le moral, depuis 2002, là je ne sais plus si c'est au Canada ou au Québec, mais c'est une augmentation de 30% des déchets ménagers. Les déchets ménagers, ça c'est surtout la nourriture. Tout ce qu'on achète et tout ce qu'on jette. Vous savez qu'à Noël, c'est la pire période de l'année. La pire période de l'année. Noël, c'est une fête de réjouissance. Noël, c'est l'incarnation de Dieu qui vient dans un enfant pour prendre part au destin de l'humanité. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait de Noël? On a fait de Noël une fête du gaspillage alimentaire. 50%, c'est pas moi qui l'invente, hein? 50% de la nourriture achetée à Noël est jetée. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Quand on pense à ce genre de choses, on se dit pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce qu'on a... Vous savez, là, je donne la première conclusion, c'est à cause, encore une fois, comme l'hydroélectricité, c'est l'abondance. L'abondance, ça, c'est un péché mortel. Puis je le dis sans faire de face, on va tous mourir de l'abondance. Mais je vais vous donner la solution tout à l'heure, pour ne pas mourir. Donc, il y a en Noël 50%. En moyenne, dans l'année, la gaspillage alimentaire, c'est 40%. À Noël, c'est plus de 50%. Les Canadiens gaspillent plus de nourriture qu'ils n'en... Imaginez-vous, plus de nourriture qu'ils n'en consomment. Plus de la moitié de la nourriture produite au Québec est perdue. Et dans une cuisine, on gaspille des centaines et voire des milliers de dollars chaque année. La vie coûte cher. On gaspille des centaines et parfois des milliers de dollars en produits alimentaires chaque année, révèle une étude au niveau du Canada. Les Canadiens et Canadiennes gaspillent chaque personne, 400 kilos de nourriture par an, et ce qui fait de nous l'un des champions du monde en ce domaine. On le voit, hein, aujourd'hui, là, c'est la période des pommes. Il y a combien de tonnes de pommes qui pourrissent sur le sol? Combien, des fois, le surplus de... Moi, je suis aussi responsable, je suis pasteur à l'Église unie Saint-Jean, mais je suis aussi pasteur à l'Église de Drummondville, et la majorité de ma paroisse, ce sont des agriculteurs qui sont obligés de jeter leur surplus de lait. Et bon, c'est beau, c'est vrai que, je ne vais pas faire tout un discours là-dessus, il y a une forme de quota. Chaque agriculteur produit une certaine quantité de lait pour réguler le marché, puis chacun... C'est vrai, ça marche bien. Mais quand tu produis trop, tu ne peux même pas le vendre. Tu peux même... Bon, tu peux le donner à le voisin, c'est pareil. Alors les gens, les agriculteurs qui doivent jeter leur surplus de lait. Donc, les pommes restent par terre, les milliers de stars de produits maraîchers sont labourés ou laissés sur place. Pourquoi? Parce que la betterave n'est pas assez ronde, parce que la carotte est un petit peu croche, ou donnons 2 carottes collées ensemble, ou bien parce que la fraise n'est pas assez grosse. Vous avez vu? Là, dernièrement, j'ai vu hier, il y avait un reportage sur la question des fraises. Puis là, j'ai même pas ça dans mes notes parce que c'est tout récent. À chaque fois qu'on va cueillir des fraises, là, pour avoir de belles fraises dans les champs, c'est une quantité phénoménale de pesticides et d'herbicides pour avoir de belles fraises. Même ça, je ne le savais pas. Donc, il y a toujours des endroits où il faut faire attention. 50%, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de déchets qui sont inévitables. Par exemple, les feuilles pourries ou les os de poulet, etc. Mais plus de 30 à 35%
c'est du gaspillage. L'autre fois, j'ai vu une statistique importante, là. Quand on achète une bouteille de coke, là, OK, je bois ma bouteille de coke, je la bois en entier, je n'ai rien gaspillé. Ah ah, mon bonhomme, c'est pas vrai? Parce que pour fabriquer 1 litre de coke, ça prend entre 5 et 6 litres d'eau. Pour fabriquer 1 litre, c'est pareil pour Pepsi, là, je ne veux pas combattre l'un l'autre, mais pour fabriquer 1 litre de boisson gazeuse, ça prend entre 5 et 6 litres d'eau. Alors, là aussi, il y a du gaspillage dans la façon dont je consomme, dans ce que je consomme. Et vous n'allez pas me trouver comique, vous, là. On va peut-être passer à autre chose. La valeur des produits d'épicerie qui se retrouvent dans les dépotoirs au Canada s'élève à 50 milliards de dollars. Ce qu'on jette chaque année. C'est plus de la moitié de ce que les Canadiens dépensent en nourriture. On pourrait, avec ce qui est dans le dépotoir, nourrir toute la population du Canada gratis pendant 5 mois. Et le fait de... Ah oui, ce qui est intéressant, pas intéressant, mais ce qui est aussi toujours... ce qui est intéressant, c'est que quand on jette de la nourriture, ça aussi, les produits jetés, ils pourrissent. Et en pourrissant, ils fabriquent des gaz à effet de serre, que ce soit du méthane ou que ce soit d'autres gaz. Le fait de gaspiller déjà, c'est un scandale, mais en jetant la nourriture, ça produit encore plus de gaz à effet de serre. Ouais, les meilleurs avant, on en a parlé de ça. Ah oui, j'ai une moyenne, 50 milliards de dollars, ça fait une moyenne, c'est ça, une moyenne de 1700 dollars par ménage. Donc, un gaspillage de nourriture par ménage, par famille, de 1700 dollars. Donc, moi, je ne pense pas que je gaspille 1700, certainement pas. Mais alors, c'est-à-dire qu'il y en a qui en gaspillent plus que moi. Alors, ça finit par être beaucoup. Sans compter ce qui se fait ailleurs, là, dans les restaurants, les institutions, etc. Les engrais, bon, je ne parle pas des engrais qui sont utilisés. Au Canada, une autre statistique qui ne nous rend pas fiers d'être ce que nous sommes, seulement 10% des zones terrestres sont protégées et seulement 1% des zones côtières et maritimes sont protégées. Alors que l'ONU nous a demandé de porter les 2 proportions et intérieures et terrestres et maritimes à 17%. Donc, l'objectif fixé par l'ONU, c'est 17%. Et nous, on est à 10% pour les terres protégées, les territoires terrestres, et puis les maritimes, on est à 1% de zones protégées. Et pendant ce temps-là, ça c'est la magie du direct ou la magie de la politique, on donne des subventions aux industries pétrolières. Et à la place de mettre de l'énergie, dans le bon sens du terme, à protéger, à atteindre les cibles que l'ONU, qui est une institution que l'on devrait respecter, on donne des subventions aux industries fossiles. Mais une dernière statistique, nous sommes dans la queue de peloton avec les États-Unis en matière de niveau de taxation environnementale. Donc, toutes les redevances, tout ce qu'on voit dans le nord du Québec, là, où il n'y a aucune taxe à l'environnement, pratiquement aucune taxe à l'environnement. La seule, c'est depuis 4 ans, là, depuis le gouvernement qu'on a eu, c'est lui qu'on a actuellement, alors, la seule initiative nationale d'importance qui a été prise au niveau environnemental, c'est la taxe carbone. Et 7 provinces sur 11 l'ont rejeté. C'est fou, hein? La seule petite bonne idée qu'il y a eu, là, qui est loin du compte, c'est une mettre taxe carbone pour ton garder ça, une taxe carbone qui ne va même pas dans les poches. C'est fou, encore. Qui ne va même pas dans les poches du gouvernement, mais qui revient dans les poches du consommateur par toute une enfirouépette fiscale. Là. 7 provinces l'ont rejeté, et puis il y en a 5 qui s'en vont en Cour suprême. Et là, qui
iront en Cour suprême pour la déclarer anticonstitutionnelle. On n'est pas prêt à se passer du pétrole. Même plus cher. Quand tout ça, il n'est pas cher. Moi, je sais bien, plusieurs d'entre nous, on a fait des voyages cet été. Moi, je suis allé en France, et puis le litre est à 2,50 €, ce qui fait à peu près 3 $, mettons, 3,25 €. Ici, combien il est à 1,19 €, 1,18 €. Alors, pas très cher. Les sables bitumineux, j'en ai parlé souvent, là. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, le Québec, on ne fait pas plus parce que nous, on est. Le Québec, on se sert d'eau. Nous, ceux qui sauvent les apparences au Québec, c'est, encore comme je l'ai dit, là, c'est l'hydroélectricité. François Legault, là aussi, c'est lui qui est là dans le fond, a beau dire qu'il rejette le pétrole sale, c'est vrai, de l'Ouest canadien au profit de l'hydroélectricité. Mais la population québécoise consomme des quantités records d'essence et de pétrole et continue d'acheter de plus en plus de camions, de VUS et des plus grandes maisons. Ça, c'est vraiment un phénomène social occidental. En fait, on a copié ça des États-Unis. Les grosses maisons, on va y venir tantôt, là. Les grosses maisons, plus la maison est grosse, plus elle est polluante, plus elle utilise de l'énergie, plus elle est nocive pour l'environnement. La planète, nous sommes parmi les plus gros consommateurs, parce que l'énergie est pas chère, comme je le répète, c'est pas cher, on consomme beaucoup. C'est ça qui, moi je dis, l'abondance, c'est un péché mortel. Les émissions de carbone au Québec sont les plus faibles à cause de ça, je répète, là. Mais, c'est ça, on va à l'épicerie, puis là, on voit tout ce stock étendu que ça. Puis, alors, il y en aura pour l'éternité. L'énergie n'est pas chère, on en gaspille. À la toute fin, je vais dire là-dessus, là. Peut-être que je pourrais dire tout de suite. Non, je vais attendre un petit peu. Mais l'abondance, c'est vraiment un travers sur lequel, une chose sur laquelle il faut travailler, c'est notre rapport à l'abondance. Comment on vit dans un pays, c'est beau, tant mieux, on ne va pas se plaindre, on ne va pas vivre dans la jungle, etc., ou dans une hutte, là. Mais comment, c'est quoi notre relation avec l'abondance? Bon, les ventes, les véhicules, les VUS et les camionnettes ont augmenté en 15 ans, de 17 ans, de 90 à 2017, ont augmenté au Québec de 246 %. Parmi les 3,7 millions de personnes au Québec qui ont un emploi et qui se déplacent, pour aller travailler, 78 % prennent leur voiture. Parmi les 3,7 millions de Québécois et Québécoises qui travaillent et qui se déplacent pour le travail, 78 d'entre nous, on prend notre voiture pour aller travailler. Bon, là, on va peut-être passer... bon, il y a d'autres exemples au Québec, là. Par exemple, le projet Beauport à Québec, là, qui est un port métallique, tout à fait. Le troisième lien à Québec, il y en a qui vont voter pour ça, c'est sûr. La cimenterie. Oh, il y a toute la question du plastique aussi. Ah, puis là, j'ai une bonne statistique. Dominique Champagne, on le voit souvent à la télévision, c'est un acteur connu, etc., qui a mis en ligne, sur Internet, un pacte pour la transition. Il y en a qui ont signé. Vous savez, il y a 275 000 personnes qui ont signé, et on est 6 millions. Puis c'est même pas 5 % de la population. À 275 000, ça paraît beaucoup. C'est même pas 5 % de la population qui a signé le pacte de la transition écologique de Dominique Champagne. On le sait, le mois de juillet 2019, là, qui vient de se terminer, c'était le mois le plus chaud jamais enregistré. Dans les statistiques mondiales, le mois le plus chaud jamais enregistré. On sait que les mois les plus chauds, c'est les mois où les gens tombent malades.
il y a un grand nombre de décès, et non seulement le nombre de décès, mais avec un autre aspect relié à ça, du fait que la planète est malade, c'est la perte de biodiversité. Regardez ce qui se passe en Amazonie, là, les feux de forêt. C'est tragique, les feux de forêt. C'est tragique, oui, parce que ça augmente la température, mais en plus de ça, il y a des centaines et des centaines d'espèces, des oiseaux, des insectes, des mammifères, des espèces vivantes qui disparaissent. Il y a on estime qu'on connaît à peu près 10 millions d'animaux répertoriés. Mais il y en aurait peut-être 10 fois plus qu'on n'a jamais répertoriés dans le monde. À peu près 10 millions d'animaux qui sont classés. Mais il y en a peut-être 10 fois plus qu'on ne connaît pas encore, surtout les insectes et les invertébrés. Alors, il y a beaucoup d'animaux qui disparaissent, des espèces vivantes qui disparaissent. Oh, il faut que je me dépêche. Sans qu'on puisse les connaître. OK. Alors, le DSP, c'est ça. OK. Là, un dernier chiffre. Pour régler le problème, je reviens avec mes GES, là. Pour régler le problème des GES, mondialement, il y a eu une étude qui dit que ça prendrait 2500 milliards de dollars. 2500 milliards. C'est pas beaucoup. C'est 2,5 du PIB mondial. C'est 2%, 2,5% de la richesse mondiale. Donc, oui, ça paraît un gros chiffre, mais par rapport à l'économie mondiale, c'est très, très peu. Donc, on va arriver aux choses, deux pièges dans lesquels on tombe souvent. C'est l'économie verte, ou, à ce que j'ai dit, moi, le développement durable. Que personne ne me pose une question sur le développement durable, je vais sauter au plafond. Cela, c'est un oxymore de la pire espèce. Ça n'existe pas! Le développement durable, ça n'existe pas. C'est soit que vous êtes du développement et que vous le savez qu'il y a un prix à payer, ou soit vous travaillez pour sauvegarder la planète, puis il y a aussi un prix à payer. En tout cas. Là, puis l'autre illusion, là, c'est là aussi, on ne pas de ça, l'option technologique. Là. Le culte de la technologie, on va en tout cas, maintenant, là, il y a des philosophes, là, des penseurs, là, qui disent qu'on va faire dans les airs, là, on va faire des grands filets, d'immenses filets, puis tous ces filets-là, ils vont attraper la pollution. Ils vont attraper la pollution, puis on va prendre. Imaginez-vous combien ça va prendre de pollution pour construire ces filets. Ça coûte pas cher d'être écologiste, ça coûte pas cher de faire attention par la. Au contraire, c'est la grande mode actuellement, là, les candidats nous disent on va vous mettre de l'argent dans vos poches. Ben, moi, j'ai un truc bien plus simple. Soyez écologiste et vous allez vous mettre de l'argent dans les poches. Si on arrête de surconsommer, on s'en met de l'argent dans les poches. Si on arrête de gaspiller, on s'en met de l'argent dans les poches. Si on utilise bien nos ressources, on s'en met. Si je me nourris bien, j'en mets de l'argent dans mes poches parce que j'ai moins à dépenser en médicaments et en frais médicaux. Donc, individuellement et collectivement, c'est non seulement une façon de sauver la planète, mais de se sauver soi-même. Il y a énormément d'endroits que l'on peut réduire, que ce soit la voiture, la télévision, la sécheuse, ça c'est mortel, la sécheuse, le lave-vaisselle, le téléphone cellulaire, ça je vais en parler tantôt. Ah, vous savez, non, j'en parle tout de suite. Le téléphone, tantôt. Téléphone, le robot culinaire, la cafetière, la climatisation, les ordinateurs, là. Quand on laisse un ordinateur en veille, là, il gaspille, il dépense entre 20 et 25% de l'énergie du cas est allumé. Éteignez-le ou éteignez-le pas, là, mais le mettre en veille, vous gaspillez de l'énergie. C'est comme nous, on a appris. Moi, j'ai appris à éteindre les ampoules. Tu sais, quand tu sors d'une pièce, tu éteins la lumière. Mais là, quand vous sortez d'une pièce, éteignez votre ordinateur. C'est aussi simple que ça, vous allez faire quelque chose. OK. Il y a un impôt. OK, là, on va passer à la règle verte, la règle d'or verte. La règle d'or verte, ça, c'est que toutes les. Pas juste les. Ça, je pense. Toutes les églises chrétiennes et toutes les religions
7 pour sauvegarder la création. Là, je l'ai mis par ordre alphabétique, là, en commençant par ABC, mais vous allez en voir plusieurs. Les Bahaïs, soyez l'incarnation de la justice et de l'équité au milieu de toute la création. On va les passer. Oh! Déjà un problème. Le bouddhisme abat la forêt du désir et non la forêt des autres. Il y en a plein. Là, le confucianisme. Toutes les choses se nourrissent ensemble sans se blesser l'une l'autre. Donc, nous, on est des ça c'est vrai ça, on est des co-créateurs avec Dieu, mais aussi des co-créatures. L'interdépendance, là, c'est pas écrit dans la Bible comme ça, mais c'est une valeur évangélique très forte, d'être dépendants les uns des autres, de s'appuyer les uns les autres, et avec les créatures aussi. L'hindouisme. La terre dit, il t'appartient ô héros de me considérer comme ta fille. On prend soin de nos enfants, de nos fils et de nos filles. Donc, traitons la terre comme si elle était notre propre fille. L'islam. Le monde est vert et beau et Dieu vous a désigné pour en être l'intendant. C'est presque ce qu'on retrouve dans la Genèse. Là. Quand Adam et Ève sont placés dans le jardin, là, ils ne sont pas placés là pour le massacrer. Ils sont placés là pour en prendre soin et le faire fructifier. Le jainisme, qui est une secte au Japon, là, pas une secte, disons, groupe religieux au Japon, nul ne doit laisser subjuguer, asservir, torturer ou tuer n'importe quel animal, être vivant, organisme aux créatures sensibles. Dans le judaïsme, parce que ça c'est pris dans la Genèse. Le Seigneur prit l'homme et voilà, l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Bereshit, c'est le mot pour désigner le livre de la Genèse en hébreu. Alors effectivement, nous on a interprété ça comme on est les maîtres de la terre et on peut l'assujettir. Non, le vrai terme c'est le cultiver, le sol et le garder. La philosophie classique, nous devons rendre l'équivalent de ce que nous avons reçu. Vous voyez, dans les parcs, là, des haltes routières, quand on va vers Québec, là, on s'arrête aux haltes routières, puis là, on prend notre lunch avec nos enfants. Là. Puis c'est marqué souvent, laissez cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé. Mais c'est pas ça qu'on devrait faire. Il faut laisser l'endroit plus propre qu'on l'a trouvé. Puis là, on va faire une différence. Le shintoïsme remettre à sa place originelle ce qui a été donné aux humains comme un don de la nature. Et la spiritualité autochtone, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne suis pas un expert, mais nous sommes vivants autant que nous gardons vivante la terre. Et dans la spiritualité autochtone, il y en aurait d'autres aussi. Puis là, vous allez me demander, chez Sikhisme, l'air est le gourou, l'eau est le père, et la terre est la grand-mère de tout. Là, vous allez me demander, il y en a deux, il y en a encore beaucoup. Bon, taoïsme, que l'homme ne détruise pas la nature, que l'intelligence ne détruise pas l'ordre naturel. Térioko, la terre et le ciel de ce monde sont votre véritable part. Mais là, on va arriver au christianisme, unitarianisme. Les enseignements spirituels et traditions centrées sur la terre célèbrent le cercle sacré de la vie et nous enseignent à vivre en harmonie avec les rites de la foi. Donc, ça revient dans toutes les traditions. Là. Mais là, vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai pas mis christianisme? Parce que la Bible, là, je n'ai pas ma copie de Bible, là, mais il y a plus de 2000. La Bible, là, c'est une arme de conscientisation massive, ça. C'est une arme, c'est la meilleure arme pour conscientiser les gens sur la sauvegarde de la création, c'est la Bible. Il y a plus de 2000 versets qui traitent soit de la nature, soit de l'interdépendance avec les animaux, soit de la grandeur de la création de Dieu, ou soit pas tellement des concepts écologiques, parce qu'à cette époque-là, les problèmes écologiques. Le seul problème écologique, c'est comment? Parce que le seul problème écologique ou environnemental dont il est question dans la Bible, c'est la vallée du Géol, le Géol. La vallée du Géol,
C'est un peu comme l'enfer. Mais la vallée du Shéol, elle existe vraiment. C'est une vallée elle existait vraiment. Elle existait à Jérusalem, la ville qui avait été pas construite, mais disons amplifiée par le roi David. Et il y avait eu un des successeurs de David, je ne sais plus c'est lequel, Josias ou lequel, là, qui avait fait des sacrifices humains dans la vallée du Shéol. Et comme c'était interdit, c'était une abomination, plus jamais personne n'a voulu habiter là. Alors ils en ont fait un dépotoir. Mais tu sais, c'est devenu une vraie dombe. Puis il y avait des odeurs. Puis quand on dit les vapeurs de l'enfer, c'est ça. Les vapeurs sorties de là, puis pour eux, c'était insoluble, la vallée du Shéol, parce que c'était un lieu maudit, parce qu'il y avait eu des sacrifices humains, mais en même temps, ça dégageait une puanteur atroce. Bref, la Bible, c'est vraiment un beau livre de conscientisation écologique. Et je vais vous donner tout un paquet d'exemples pour vous convaincre. Par exemple, vous savez que l'année liturgique commence avec l'Avent. Il y a 6 saisons dans l'année liturgique. L'Avent, Noël, Épiphanie, Carême, Pâques et Pentecôte, qui fait toute l'année. Alors, en avant. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. C'est une belle méditation pour l'Avent. Vers quoi on se dirige dans l'Avent? On se dirige vers la naissance de Jésus, qui est la lumière du monde. Alors, Noël. Ça, c'est très beau, ça. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Pris comme ça, là, pris comme ça, décontextualiser l'histoire de Noël, c'est un beau passage écologique. Les anges apparaissent aux bergers. Des hommes et des femmes, surtout des hommes, qui sont toute la journée, la nuit dehors, qui sont en contact avec la nature, qui sont capables de lire les signes du ciel pour savoir s'il va faire beau, s'il va faire de la pluie, qui sont capables de protéger leurs brebis des loups et des agneaux. Donc, c'est à ces gens-là qui n'étaient pas stupides, ils étaient peut-être analphabètes, mais ils n'étaient pas stupides, que c'est à eux que les anges apparaissent. C'est eux qui sont proches des messagers de Dieu. Et bon, Épiphanie. Vous attendez, et vous qui attendez la venue du jour de Dieu, jour où les cieux enflammés se dissoudront, où les éléments se fondront. Nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Ça aussi, on pourrait en parler longtemps. La sauvegarde de la planète, ça c'est tous les prophètes. Là. Les prophètes, là, c'est la justice sociale et économique qui va de pair avec la protection de l'environnement. Le carême, dites aux Israélites, voilà, Lévitique, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donnerai, la terre elle-même se reposera. Ah, pour l'Éternel, vous le laisserez se reposer. C'est-à-dire que dans le Lévitique, on demande aux gens de ne pas ambitionner. N'exagérez pas, la terre aussi, elle a besoin de se reposer. Vendredi saint. Parce que je suis de la main gauche. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça aussi, sorti de ce contexte, moi j'ai déjà fait une prédication là-dessus, où c'était la terre qui criait ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis comment les gens répondaient à cet appel? La voix de l'Éternel retentit avec force, ça c'est bon ça. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. Il fait bondir tout le Liban comme des veaux et le Sirion comme des buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. Une belle image de Dieu présent dans la nature. On le sait que ce n'est pas Dieu qui déclenche ces éclairs, on le sait, mais dans ces éléments-là, on se rappelle que Dieu est toujours présent avec nous. Action de grâce. Voilà, quand tu seras arrivé dans le pays que le Seigneur ton Dieu donne comme patrimoine, quand tu auras pris possession et que tu y habiteras, tu prendras une part des prémices de tous les fruits de ton sol, les fruits que tu auras tirés de ton pays, celui que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu les mettras dans un panier et tu te rendras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y faire demeurer son nom. Tu iras trouver le prêtre qui sera en fonction ce jour-là et tu lui diras, je déclare aujourd'hui au Seigneur ton Dieu que je suis arrivé dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner. Un beau passage sur la gratitude et la reconnaissance. Bon, il y en avait beaucoup d'autres aussi, là. Confirmation, mariage, c'est tout, c'est les derniers. Alors, funérailles.
On peut en prendre dans toutes les occasions, tous les temps. Ah, ça c'est beau ça, Ézéchiel. Vous savez qu'Ézéchiel, c'est un prophète extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup de visions un peu fantasmagoriques, Ézéchiel. Mais en même temps, là, quand il parle, là, il dit « J'ai répandu ma fureur contre eux à cause des crimes qu'ils ont commis dans le pays et parce qu'ils ont souillé leur pays par les idoles infâmes. » Donc ça va ensemble, comme les idoles. Et on va arriver tout de suite, c'est le lien, tu sais, avec, maintenant, on va prendre les 10 idoles. Je vais terminer là-dessus. Les 10 idoles que nous adorons et que l'on devrait abattre. Le moins, quand on dit le moins, c'est le plus, là, il y a 10 idoles qu'il faut vraiment arrêter d'adorer. Et on va les voir ici, là, les 10 idoles qui détruisent la planète. Voilà. Voilà. Alors, on va les mettre où est-ce que... Alors, le premier, l'automobile. Ça, c'est sûr que... Il y en a pour des gens, là, c'est leur temple, leur lieu de prière, c'est leur Dieu, c'est leur communion avec le reste. Donc, il faut vraiment, vraiment réduire l'utilisation de l'automobile. Puis ça, les batteries, c'est l'énergie. En fait, c'est l'énergie. Il faut réduire radicalement notre consommation d'énergie. Même l'électricité, c'est pas une énergie à 100% propre, l'hydroélectricité, c'est pas vrai. Il faut réduire notre consommation d'énergie de tous les domaines, les énergies fossiles, l'hydroélectricité et les autres. Ça, c'est le téléphone cellulaire. Ça, c'est dur, hein? Mais ça, c'est une idole qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Et c'est extrêmement polluant. Si vous le saviez, là, vous prendrez votre téléphone et vous le jetterez loin de la poubelle. C'est un des pires, là. On le sait, dans la guerre du coltan, aux Alliés, là. C'est ça, là. Les enfants dont les parents sont massacrés. Alors, je raconterai pas tout ça, là. Et puis, donc, la première pollution, c'est l'extraction. La deuxième pollution, c'est la fabrication. Combien d'énergie ça prend pour fabriquer les téléphones cellulaires? La troisième pollution, c'est quand on les jette. Il vient d'avoir le nettoyage des berges à la Chine, là, et ils ont arrêté de compter les téléphones et les appareils électroniques qu'ils ont trouvés dans le fleuve. Mais la quatrième pollution, elle est encore plus insidieuse, là, c'est les maudits réseaux sociaux. Vous savez, les gens, moi je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux, mais les gens sur Instagram, il faut qu'ils se mettent en vedette partout. Alors ils vont dans des lieux interdits. Le premier qui est allé dans tel... Oh, là, je me déplace trop, excuse-moi. Là. Le premier qui est allé dans le marais avec des grenouilles. Le premier qui est allé sur telle montagne. La première personne qui a grandi. Alors, on détruit l'environnement de façon on brise les arbres, on piétine l'herbe, on marche sur les œufs de tortue pour pouvoir prendre la photo. Ça, là, c'est une maudite affaire. Ensuite, les autres idoles, les maisons, ben, on n'en a pas beaucoup, la grosseur des maisons. On n'est pas obligé d'avoir des maisons aussi grosses, aussi bien isolées. C'est énormément de pollution pour les construire, et après ça, pour les chauffer et les entretenir. Là, j'ai mis un Kleenex, mais c'est tout ce qui est jetable. Vous voyez, moi, dans ma poche, quand j'ai le rhume, là, j'ai un mouchoir. J'ai pas de Kleenex. Vous voyez, quand on dit que ça coûte pas cher, moi, mes filles étaient à l'école, là, j'avais de la misère, mes filles étaient à l'école. Oh, elles ont maintenant 28 puis 26 ans. Mais quand mes filles allaient à l'école, il fallait que je leur donne une boîte de Kleenex. C'était marqué dans la liste. J'écoute, je n'ai pas de boîte de Kleenex. Là, la prof a dit, allez vous en acheter. J'ai dit, j'ai pas de boîte de Kleenex chez nous. Puis mes filles, bon, j'ai acheté une boîte de Kleenex pour mes filles, là, mais ça fait des années, puis les essuie-tout, etc., là, tout ce qui est jetable, là, on économise avant. C'est vraiment beaucoup de pollution. Encore une fois, la pollution pour le fabriquer, la pollution quand on le jette, donc il y a une deuxième pollution quand on la jette. Ça, c'est le savon. On se lave trop et on lave trop. C'est vrai, il faudrait dire qu'on puisse laver
le fait de se laver, ça a augmenté beaucoup l'hygiène de la société, ça réduit la mortalité infantile, je suis d'accord avec ça, c'est vrai. Mais il y a des fois, là, où c'est tous les côtés. Moi, quand j'avais des groupes de catéchumènes, là, je disais, combien il y a de filles là, qui ont des cheveux teints, là? Combien ça vous prend, là, combien de pollution ça prend pour vous teindre les cheveux, tout ça, ou bien, combien quand vous envoyez votre veston ou votre robe au nettoyeur, là, c'est extrêmement polluant, toute l'industrie du nettoyage et tous les produits. Si vous devez acheter des produits de nettoyage, au moins achetez des biodégradables. Maintenant, il y en a au IGA, des biodégradables. Là. Alors, allez-y. En tout cas, je pense que vous y allez déjà. Ah, ça, c'est... Bon, on n'a pas parlé du plastique, mais le plastique, c'est épouvantable. Ça, le plastique, c'est... Moi aussi, j'ai plus de sacs de plastique chez nous, là. Mais... En tout cas, on va pas en parler, parce que dans l'océan, là, ça, c'est les sacs de plastique. Mais le pire, là, c'est les microbilles de plastique, là, qui rentrent dans le plancton, c'est abominable. Le plastique, là, il y avait une motion, là, à Montréal, on va bannir les sacs de plastique. Mais là, on va donner un délai de 2 ans, pour tous s'habituer, là. Puis là, ce ne sera pas ceux-là, mais pas ceux-là, mais ceux-là. Ah! Tu sais, c'est tout le monde ou pas tout le monde, sinon, les gens vont toujours contrôler l'entour. Pourquoi l'Amazonie brûle, là? C'est à cause de nos hamburgers. Parce qu'on a besoin de nouveaux pâturages pour les bœufs, les bovins. Alors on brûle l'Amazonie pour faire des pâturages. Mais vous savez que les bœufs, quand les bovins, là, quand ils piétinent un sol, au bout de quelques années, de 3-4 ans, le sol, il ne peut plus se renouveler, c'est impossible. Le sabot des bovins est trop pointu, il ne peut plus se renouveler. Alors il faut changer, on s'en va ailleurs. En tout cas, mangez moins en formalin. Et finalement, ça c'est un raisin, mais c'est des raisins génétiquement modifiés. Ça aussi, c'est extrêmement nocif. Parce que là aussi, on fait des raisins des tomates anti-raisins, anti-gel, mais ça, c'est une menace, une grande menace à la biodiversité. La biodiversité, là, elle n'a pas été inventée par Dieu pour rien, là. La biodiversité elle existe pour que chaque espèce vivante puisse s'appuyer les unes sur les autres. Avoir une seule sorte de banane, t'es sûr, là, que si tu as un virus, toutes tes bananes vont être malades. Et si tu as une sorte de tomate, t'es sûr que... Alors, les OGM, ça aussi, il faut faire bien, puis malheureusement, il y en a de plus en plus. Ça, c'est les bouteilles d'eau. Une chance, qu'on m'a donné un verre d'eau, parce que vous n'aurez pas eu de conférencier aujourd'hui. Ça, quand on dit que ça coûte cher d'être technologiste, arrêtons d'acheter des bouteilles d'eau, surtout que l'eau, tout le monde, on le dit tout le temps, c'est pas mieux, c'est même pire. Plus la ville est grande, plus... À Longueuil, là, votre eau, elle est 110% pure, là. Achetez plus des bouteilles d'eau, ni des petites, ni des grandes. Ça n'a pas de sens. Puis surtout la fabrication. C'est quoi la fabrication? Le pétrole pour fabriquer la bouteille, l'énergie pour soutirer l'eau de la terre, après ça, la bouteille, on la jette, pollution. Ah, c'est abominable. Je suis fâché, là. Puis ça, c'est le dieu argent. C'est aussi le dieu argent, là, la surconsommation. Il faut que chacun y pense. Mais bon, c'est des idoles. Alors, j'ai dépassé mon temps. Mais...